Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 31 janvier 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Le fait du jour. Le monde connaît actuellement une crise financière qui se double d'une crise bancaire, peut-être une crise économique est-elle à venir, on ne le sait pas encore. En tout cas, il est certain qu'il est beaucoup question d'argent en ce moment et c'est précisément la raison pour laquelle nous avons fait appel à un expert, François De Witte. Bonjour. Bonjour Claude. Question d'argent, mon cher François, c'est le titre de votre rubrique à France Info. Vous êtes journaliste, écrivain, et je vais présenter à la caméra un livre dont le titre est tout à fait d'actualité, Appauvrissez-vous par François De Witte. Ça n'est pas destiné aux actionnaires de la Société Générale. C'était écrit avant. C'est chez Bourrin Éditeur, où je représente à la caméra, Bourrin Éditeur, et je présente également un livre qui est tout à fait d'actualité, Argentissime, le guide complet de vos placements, écrit donc par notre ami François De Witte, en collaboration avec Nathalie Cotte. Voilà, aux éditions de l'Express, Mieux vivre votre argent. Ah ouais, c'est ça. Mieux vivre votre argent. Un pour s'appauvrir, l'autre pour s'enrichir. Voilà, donc le mélange des deux doit nous donner un résultat satisfaisant. Absolument. Alors, mon cher François, nous sommes face à une situation où nous allons avoir besoin de vos éclaircissements. Plus personne ne comprend exactement, non pas ce qui se passe, on sait bien ce qui se passe, mais en tout cas, d'où ça vient exactement et surtout quelle est l'ampleur du sinistre. Alors déjà, sur le plan de cette fameuse affaire des prêts hypothécaires américains qu'on appelle les subprimes, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de ce qui a été engagé et surtout de ce que les banques risquent encore d'avoir à provisionner? Mais malheureusement pas, parce que c'est une fusée à 3 étages. D'abord, c'est certainement la crise la plus complexe que j'ai vu de ma vie, et ça fait 40 ans que je suis journaliste, donc, et puis en plus la complexité, j'aime bien ça, mais vraiment, je n'ai jamais rencontré quelque chose d'aussi difficile d'ailleurs à comprendre et donc à expliquer. En fait, grosso modo, vous avez une fusée à 3 étages. Premier étage de la fusée, vous avez des gens qui vont emprunter de l'argent, effectivement, pour financer l'acquisition de maisons. Et on leur dit, les taux d'intérêt sont très bas aujourd'hui, c'est 1%, mais dans 2 ans, on prendra le taux du marché plus une marge. Et comme par hasard, le taux du marché, 2 ans après, est devenu beaucoup plus élevé. La marge aidant, on passe de 1% de taux à 8%. Mais les banquiers ont dit avant, les courtiers surtout qui ont vendu ces fameux subprimes, ont dit aux gens, mais c'est pas grave, si les taux montent, de toute façon, comme l'immobilier monte, eh bien, vous revendez la maison, vous nous remboursez, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que malheureusement, l'immobilier a arrêté de monter, il s'est mis à baisser. Donc tout d'un coup, un tas de gens se sont trouvés coincés. Alors on pense que pour les banques, ça va aussi les mettre en difficulté. Pas du tout. Les banques qui prêtaient de l'argent, les banques là où elles s'embêtaient, c'est qu'elles vont récupérer plein d'immobilier qui est sous-évalué et elles auront des difficultés. Le plus grand distributeur de subprime américain a perdu de l'argent l'année dernière pour la première fois de son histoire. Ça, c'est le premier étage. Parce qu'en fait, les banques qui prêtaient de l'argent, elles ont, pour éviter de prendre trop de risques, elles ont repackagé ces prêts subprimes dans des gros outils, dans des énormes marmites, si je puis dire, où il y avait plein de produits financiers différents qu'on appelait les CDO. Ces CDO ont été montés par Merrill Lynch, par UBS, par Société Générale, par un tas de gens qui étaient ravis de restructurer, si vous voulez, des dettes pour les mettre dans un énorme puits sans fond et les proposer à l'achat à des caisses de retraite, à des gens, à des entreprises pour gérer leur trésorerie, etc. Et ça, c'est les fameux CDO, mais le problème, c'est que les CDO étaient tous contaminés par les subprimes. Personne ne savait combien il y en avait, et si c'était des bons et des mauvais, et du coup, moi, si j'étais propriétaire de ces titres, de ces fameux CDO, je demande tout de suite à être remboursé. J'en veux plus. Et le problème, c'est qu'on ne sait plus ce que ça vaut, ces CDO. On ne sait plus tout à fait ce que ça vaut. Du coup, les banques les ont prises à leur bilan, les ont donc ravalées, mais avec une grosse décote, et c'est là où on arrive au 3e étage de la fusée. Donc ça fait des grosses pertes pour les banques, et disons des gros manques à gagner, des grosses dépréciations d'actifs. Et le 3e étage, c'est les gens qui garantissaient ces fameux CDO. C'est les fameux rehausseurs de crédit. Et là, on est aujourd'hui à la crise des rehausseurs de crédit, parce que eux, au début, ils garantissaient des prêts municipaux américains, des emprunts municipaux américains. Les municipalités, ça ne tombe pas en panne, ça ne fait pas faillite. Ils sont mis ensuite à garantir les CDO. Ce qui veut dire que s'il y a une défaillance, eh bien, ils sont obligés d'y aller de leur poche.
Et on a constaté que les fonds propres de tous les rehausseurs de crédit étaient très petits par rapport au risque qu'elles couraient de devoir rembourser. Et donc, cette garantie étant devenue fragile, on se dit, les banques vont être obligées de déprécier encore plus leurs actifs. Non. Le troisième étage de la fusée, c'est celui qui est en train d'exploser aujourd'hui. Et la semaine dernière, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu M. Bernanke a baissé très fortement les taux de la Federal Reserve Bank aux États-Unis, ça n'a pas fait monter la bourse. Il y a M. Bush qui a fait un grand plan d'injection de liquidité dans le système, entre la réduction d'impôts, ça n'a rien fait. Entre les deux, il y a l'inspecteur des assurances de l'État de New York qui, lui, est intervenu en disant on va essayer de sauver les rehausseurs de crédit. Ça a fait monter en flèche la bourse. Aujourd'hui, actuellement, elle est vasouillarde parce qu'on a de nouveau des doutes sur ces fameux rehausseurs. Donc, vous voyez, il y a un espèce de climat psychologique. On ne sait pas de combien sont les pertes. On ne sait pas quelles sont les dépréciations d'actifs que les banques seront obligées de faire. On y voit quand même un peu plus clair aujourd'hui. On va y voir plus clair en Europe parce que les grandes banques vont publier leurs résultats et je pense qu'elles seront beaucoup moins affectées que les banques américaines, sauf exception. Je crains peut-être que des gens comme Natixis aient quelques ennuis. La SocGen, la Société Générale, on voit bien, elle est obligée de déprécier 2 milliards d'actifs à la fin de l'année. Tout ça crée un climat, disons, d'inquiétude, mais je fais confiance quand même au système financier pour tôt ou tard nettoyer tout ça. Alors, on peut avoir une petite idée quand même du montant total de ce qui a été consenti en titre d'emprunt ou de prêts qui ont été titrisés par une publication de la Banque des règlements internationaux qui a estimé à la fin de 2006 à peu près à 20 000 milliards le montant des crédits de default swap, c'est-à-dire ce que, en quelque sorte, les éléments titrisés, mais qui couvrent aussi bien des prêts à des entreprises qu'à toute autre sorte de prêts, mais on ne sait pas combien dans ces 20 000 milliards, c'est quand même une somme énorme, il y a de prêts correspondant à ce prêt. Ils sont contaminés, c'est ça, alors on ne le sait pas. Mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est que Alan Greenspan, dans ses mémoires, on cite ces chiffres notamment, et il les cite sans s'en affecter beaucoup. Il pense que ce sont de très bons instruments qui permettent de financer les entreprises. Alors, c'est sans doute vrai en grande partie, mais quand il s'agit de prêts qui ne sont plus fondés sur des entreprises qui marchent, mais sur des crédits immobiliers, là, les choses deviennent différentes. Mais ce qui est très compliqué à chiffrer aujourd'hui, c'est la somme entre le premier étage, c'est-à-dire les ventes d'immobilier qui valent moins cher qu'il n'a été payé, le deuxième étage qui sont les dépréciations d'actifs des banques, et le troisième étage qui va être le renflouement des sociétés qui garantissent, qui rehaussent les crédits, comme on dit. Et donc les trois étages, moi j'ai lu les chiffres comme un peu moins dramatiques que les autres récemment, c'est que peut-être la somme de ces trois étages représente 250 milliards de dollars. Si c'est ça, c'est tout à fait gérable. Disons qu'on a déjà déprécié au moins pour 100 milliards de dollars. Aujourd'hui, on a déjà 100 milliards qui ont été comptabilisés. Il y en aurait peut-être encore 150 dans le tuyau et dans le monde entier. Parce qu'il faut bien voir que les gens qui ont vendu ces fameux CDO, ces fameux produits structurés financiers, ils ont été jusqu'en Chine. Les banques chinoises sont aussi embêtées que les banques occidentales parce qu'elles en ont diffusé auprès de leurs clients et elles aussi, elles ont des gros problèmes. Donc, si vos chiffres sont les bons, après tout, nous sommes là dans une phase expectative, on ne peut pas être sûr. La crise pourra être sinon évitée, parce qu'elle a déjà lieu, mais en tout cas pour être limitée. Si c'est vraiment au-delà, là nous avons un problème qui va devenir probablement plus systémique. Alors, conséquence évidemment pour nous en France, les banques françaises sont exposées, mais beaucoup moins que les banques américaines. La Société Générale a été affectée à hauteur de 2 milliards, ce qui n'est pas rien, mais qui paraît moins par rapport à la perte qu'elle vient d'essuyer sur un autre marché. Alors que s'est-il passé, d'après vos informations, à la Société Générale? Est-il possible qu'un courtier isolé engage 50 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que les fonds propres de la banque, dans une spéculation qui est habituelle, d'ailleurs, elle n'a rien d'exceptionnel, cette spéculation, mais enfin qui risque, en cas de retournement du marché, de mettre en péril la banque elle-même? Si vous voulez, l'impression qu'on a, c'est qu'il n'a pas agi sans un certain contrôle de ses supérieurs hiérarchiques. Et je crois que c'est ça qu'il va falloir essayer de démontrer.
Et parce qu'il n'était pas seul, ils étaient plusieurs à faire le même genre de choses que lui. Et de toute façon, ou bien les contrôles de la banque sont nuls, ou bien ils existent, auquel cas on l'a laissé faire. Et je pense qu'on l'a d'autant plus laissé faire que, comme vous l'avez vu, il était gagnant sur ses positions de 1,5 milliard d'euros à la fin de l'année dernière. Et en plus, d'après ce qu'on comprend, il avait commencé en 2005, donc on est là depuis longtemps. Et d'ailleurs, il n'a pas pris de vacances aussi l'année dernière, 4 jours de vacances. Donc, il était là en train de faire le coup du siècle pour sa maison. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a demandé un gros bonus qu'évidemment il n'aura pas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il avait des positions très gagnantes. Il a commencé à se tromper, apparemment parce qu'il était encore acheteur alors que le marché était devenu baissier brutalement début janvier. Et en fait, la perte, c'est pas lui qui l'a faite, c'est la banque. Parce que la banque a dénoué à toute vitesse les positions qu'il avait prises et ça a matérialisé une perte. Alors pourquoi a-t-elle dénoué si vite? Oui, pardon. D'ailleurs, dites-vous. Mais parce qu'il y a un moment donné où elle a dû se dire, ce truc va nous péter la figure, il faut qu'on nettoie. Et d'ailleurs, la bourse de la semaine dernière qui a baissé de 6% en Europe, ce qui est un chiffre, là on est vraiment dans une baisse historique. Eh bien, c'est dû, à mon avis, en large partie au débouclage des positions de la Société Générale. Alors pour la petite histoire, ce qui est marrant, c'est qu'ils voudraient coller ça sur l'exercice 2007. Alors en fait, c'est les pertes 2008. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire, parce que logiquement, ils auraient dû sortir des très gros bénéfices 2007, avec beaucoup d'impôts, évidemment, sur les bénéfices, et puis avec des grosses pertes 2008. Et là, comme vous voyez, pour le moment, ils ont l'air de vouloir coller les pertes de 2008 sur 2007. Où il y avait un exercice qui était bénéficiaire. Évidemment, parce qu'à ce moment-là, le trader allait bien. Donc, d'après ce que je comprends, il y a plusieurs traders dans cette maison, et je crois que c'est un peu une pratique classique, à qui on laisse de l'argent. On ne savait sûrement pas l'ampleur de ces positions, mais quand même, tant qu'ils sont gagnants, vous savez, on ferme un peu les yeux. Hein. Oui. Alors, les conséquences vont évidemment être économiques, à un niveau que personne actuellement ne peut vraiment estimer, sauf que le dernier trimestre aux États-Unis a été très mauvais, 0,6% de croissance, c'est-à-dire pratiquement zéro. Mais après 5% de croissance au trimestre précédent. Donc la croissance a quand même été engrangée pour l'année 2007. Ce ralentissement ne peut qu'avoir des conséquences, bien entendu, sur l'ensemble des économies mondiales. Est-ce que pour la France, si ce ralentissement se confirme, c'est catastrophique, parce que nous étions quand même dans une phase de croissance assez limitée déjà. Oui, mais on peut le retourner, ce que vous dites. Oui. C'est que, comme on a fait une toute petite croissance... On souffre moins. Oui, elle sera réduite, mais ça ne se verra pas trop. Non. Surtout, notre commerce avec les États-Unis n'est pas... nous, on fait surtout nos transactions avec l'Europe. Donc, si vous voulez, même s'il y a un ralentissement américain, ça n'affectera pas de manière spectaculaire les exportations françaises. Donc, je crois que là, peut-être 1/10 de point ou 2/10 de point de croissance. Donc, c'est pas vraiment ça le phénomène majeur. Non, ceux qui sont beaucoup plus impactés, ce seront les Chinois, dont la croissance devrait ralentir quand même un peu plus fortement. Ils ont de la marge quand même. Oui. Ils sont autour de 10 points de croissance davantage. Mais ceci dit, alors vous avez vu que le Fonds monétaire international a dit 4,1% de croissance mondiale contre 4,8% prévu avant la crise. Bon, 0,7 de point de croissance, c'est pas mal, mais c'est pas non plus la fin du monde. Et moi, je crois surtout, si vous voulez, que l'économie réelle se porte bien. La bourse s'est écroulée parce que tout le monde a la trouille, personne ne sait très bien où ça va. Moi, il y a un indicateur que je regarde tous les jours qui est très important et qui se porte mieux depuis quelques jours, c'est le taux des prêts interbancaires à 3 mois, l'Euribor 3 mois. Et l'Euribor, il était monté à 5%. Là, il est revenu dans des eaux beaucoup plus tranquilles, vers 4,3%. S'il était normal, il serait à 4%. Donc, moi, je pense que la situation va se normaliser, que tous les gens qui disent « mais non, attention aux bombes qui vont vous exploser à la figure » en 2008, je pense qu'ils en rajoutent un peu. Je pense qu'effectivement, le ménage est en train d'être fait et qu'on devrait y voir clair dans quelques mois. Et on va voir, justement, à la publication des bénéfices des sociétés, que le monde réel se porte encore bien. Alors vous allez me dire, oui, mais le crédit va coûter plus cher. Oui, mais le monde réel, il n'est pas toujours très endetté. Puis même pour les particuliers, payer son crédit immobilier à 4,5 au lieu de 4%, c'est pas dramatique non plus. Nous sommes encore dans une phase de taux d'intérêt bas,
Et ça, c'est extrêmement positif, aussi bien pour l'économie réelle que pour les investisseurs en bourse. Quand les taux sont bas, on a envie d'acheter des actions. Alors, je reconnais bien là votre optimisme habituel, mais qui est toujours fondé, car jusqu'à présent, à ma connaissance, vous ne vous êtes pas beaucoup trompé. Mais j'avais pas prévu que ça allait, que la bourse allait perdre 15%. Alors, qu'est-ce que vous recommandez en tant que spécialiste de tous ces problèmes à l'épargnant? Est-ce qu'il doit rester particulièrement tranquille en ce moment, ou est-ce qu'il y a des positions à prendre? Je pense que si vous voulez, deux choses une, ou bien vous êtes déjà investi, ce qui est plutôt mon cas, et là vous êtes embêté parce que vous avez perdu de l'argent, ben là il faut pas bouger, il faut rester là où on est. Ou bien vous avez du cash, et à ce moment-là, vous êtes vraiment à des cours d'achat, le marché est terriblement survendu, que ce soit les petites valeurs, les grandes, les moyennes, et là il faut aller un peu en fonction de ses appétits. Je n'irais pas trop quand même toucher au secteur bancaire en ce moment, parce que mais même s'il y a sûrement des affaires à faire. Mais non, moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est acheter les indices boursiers, c'est-à-dire des trackers, des titres qui sont les fonds cotés qui reproduisent un indice boursier, ou bien vous achetez la SICAV indicielle de votre banque. C'est moins bon que les trackers, parce qu'il y a trop de frais, mais c'est parce que l'indice va repartir. Je suis convaincu, au 1er janvier, la plupart des gens qui gèrent des capitaux voyaient un indice CAC 40 à 5007, 5009 à la fin de l'année. Ça, ils n'avaient pas prévu qu'entre-temps, ils se retrouveraient à 4008. Eh bien, je pense que leur raisonnement était peut-être un petit peu optimiste, mais d'avoir un CAC 40 à 5006, 5007 à la fin de l'année me paraît pas du tout un objectif hors d'atteinte. Simplement, ça va vasouiller pendant quelques mois. Mais je crois on a touché le fond, là. Alors, le CAC 40, d'ailleurs, c'est relativement mieux porté que la bourse américaine, parce que quand on voit les chiffres au cours des 4 dernières années, finalement, la progression du CAC 40 n'est pas du tout... il s'est mieux comporté à la hausse, oui, mais il a plus baissé. Voilà. Et une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle il a cette particularité, parce que le CAC a fait aller plus vite que l'Eurostoxx, qui est l'indice européen, et il a aussi baissé davantage, parce que il y a beaucoup de banques dans le CAC 40. Oui. Le secteur bancaire pèse d'un petit tiers, 30% est donc pour la grande part à ces banques. Voilà, exactement. Et est-ce que les États-Unis, à votre avis, vont connaître une vraie crise économique ou pas? Parce que finalement, certains, Monsieur Greenspan semble indiquer qu'on va vers une récession. Apparemment, Monsieur Bernanke, qui est son successeur à la Réserve fédérale, semble le penser aussi, parce qu'il injecte le plus d'argent possible. Mais d'un autre côté, la méthode a, semble-t-il, assez bien marché dans le passé. Donc on peut se demander si les capacités de rebond américaines, une fois de plus, ne vont pas faire mentir les gens qui sont excessivement pessimistes. Oui, vrai et faux, parce que si vous voulez, l'Amérique a comme caractéristique, par rapport à l'Europe, d'avoir des phases de vraie récession, c'est-à-dire de croissance négative, d'une manière récurrente. La dernière en date, il y a eu 93, il y avait eu aussi 90, 91. Mais ça ne dure pas très longtemps. Donc, même les gens qui parient sur la récession, je dirais à la limite, voient rebondir la consommation assez bien, assez vigoureusement dans la deuxième partie de l'année prochaine. Donc, de l'année actuelle ou de l'année prochaine? 2009 pardon, de cette année, pardon. 2008, oui. Donc, je crois que la fin de 2008 sera assez bonne. Alors, par exemple, il y a aussi des gens qui disent, mais est-ce que la titrisation des crédits à la consommation, qui est une grande pratique américaine, ne va pas être victime des mêmes pollutions que la titrisation des crédits immobiliers? Réponse non, parce que là, on a les statistiques sur 10, 20 ans, on sait exactement le nombre de gens qui sont défaillants, on sait comment ça fonctionne, donc il n'y a pas de risque, si vous voulez, qu'il y ait une contamination. Donc moi, je pense encore une fois que nous avons quelques mois difficiles devant nous, où il faudra qu'un certain nombre d'autorités prennent des décisions majeures, et les banques vont certainement être fragilisées, et ça aura un impact sur le coût du crédit, mais encore une fois, comme les taux sont bas, eh bien, ça n'aura pas un impact macroéconomique trop important. Alors, l'avantage de la situation actuelle, c'est qu'on procède à un grand nettoyage. C'est le contraire de ce qu'ont fait les Japonais à partir de 1990. Ils ont payé ça d'une stagnation qui dure qui dure encore d'ailleurs de certaine manière. Tout à fait. Donc, au fond, ce qui est toujours difficile à apprécier, parce que quand les gens voient les problèmes, ils sont
ils ont l'impression qu'ils sont pour toujours. Mais en fait, c'est ce qu'explique très bien Greenspan dans ses mémoires. Il dit, au fond, c'est la destruction créatrice chère à Schumpeter. Bah, une fois que c'est nettoyé, ça va mieux. Le seul truc, c'est que les gens disent, on sauve des établissements subclaquants, c'est-à-dire ceux qui ont commis le crime, eh bien, ils en sortent impunis. Ils ne sont pas châtiés. Ça, c'est vrai. Mais là, c'est parce qu'il y a un risque systémique. On a peur que tout le système s'effondre. Vous avez le gouverneur de la Banque de France, M. Noyer, qui dit la Société Générale, c'est formidable, surtout gardez votre argent. Il a raison, d'ailleurs, c'est une très très belle boîte. Imaginez qu'il y ait des queues devant la Société Générale, là les choses changeraient. Hein. Voilà, absolument. Comme ça s'est passé en Grande-Bretagne pour la Northern Rock. Absolument, tout à fait. Il semble. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont la crise immédiatement a été gérée? Ça a été géré dans le secret, par le gouverneur de la Banque de France, par le président de la Générale et par le secrétaire général de l'autorité des marchés financiers. Et finalement, on l'a prévenu qu'assez tard. Et ils disent, certains observateurs disent aussi qu'après tout, il valait mieux ne pas trop en parler parce que ça risquait de provoquer une panique. Oui. Est-ce que c'est aussi votre opinion Non, je crois qu'en fait, les circonstances, tout a été très vite. Il semble bien que la découverte, entre guillemets, de l'ampleur des positions prises par le jeune homme n'a été faite que finalement qu'à la fin de la semaine, oui, tout s'est fait pendant le week-end et puis le lundi ils ont commencé à vendre des quantités de papier sur les différents marchés financiers. Donc ça a été fait vite. Cela dit, on a bien vu qu'ils spéculaient depuis longtemps et encore une fois, ça sera intéressant de savoir ce que pensent ces supérieurs hiérarchiques. Ils ont tous été licenciés, comme vous l'avez vu. Donc eux, ils se taisent, mais ils ont des tas de choses à dire. Voilà. Un jour, ils parleront. Alors, est-ce que dans les déclarations du gouvernement, il n'y a pas quelque chose de choquant? Je veux dire, quand on nous dit que la Société Générale est une banque française qui doit rester française, naturellement, on peut dire que c'est un truisme à certains égards, mais c'est quand même vis-à-vis de nos concurrents européens, nos partenaires et concurrents européens, et surtout du secteur bancaire, c'est quand même une certaine façon de dire, mais attendez, l'Europe c'est bon pour les autres, les autres et pas pour nous. D'ailleurs, je crois que la Commission européenne a réagi en faisant des remarques à la France. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est bien cohérent, cette façon de... Non, c'est malheureusement assez dérisoire, parce que, et c'est même, je dirais, extrêmement maladroit pour certaines entreprises françaises. Prenez l'exemple de la Générale. Il y a, disons, 3 maisons qui peuvent vraiment s'y intéresser aujourd'hui. Il y a BNP Paribas, français, il y a Santander en Espagne, et puis il y a Unicredit en Italie. Et alors, au moment où nous avons Air France qui va reprendre l'Alitalia, au moment où EDF pourrait s'intéresser à l'électricien espagnol Iberdrola, eh bien voilà que nous on dit gardons, il n'y a que BNP Paribas dont l'offre pourrait nous paraître de bonne qualité. C'est stupide effectivement parce que ça pénalise EDF et Air France. Donc je crois que c'est un mot de trop et c'est malheureusement souvent le cas dans notre pays. Et je pense que Bruxelles a très bien fait de réagir. Et ce que je pense là où les esprits évoluent, c'est que dans les médias, les journalistes ont bien évolué de ce point de vue-là en disant après tout, si la Société Générale doit perdre son indépendance, eh bien qu'elle soit espagnole ou italienne, on ne pleurera pas. D'ailleurs, les employés de la Société Générale, comme ceux d'ailleurs de la BNP, ne sont pas très favorables à une solution française, parce qu'elle aboutirait vraisemblablement à plus de licenciements qu'une solution européenne. À moins qu'on fasse un système, si vous voulez, on voit bien BNP Paribas, ce qui les intéresse, c'est la partie banque de détail, c'est les guichets. Alors, on dirait il y a peut-être des guichets qui se recoupent avec des guichets BNP Paribas. C'est pas tout à fait vrai. On sait très bien qu'on va avoir beaucoup de guichets, le Crédit Agricole le démontre, et finalement avoir une bonne part de marché. Donc, les gens qui travaillent dans la banque de détail à la SocGen, à mon avis, n'ont pas tellement de soucis à se faire. En revanche, ce qu'ils appellent la banque de financement et d'investissement, elle pourrait être cédée parce que BNP Paribas a le même dispositif. Ils sont même aussi bons que leurs concurrents, presque aussi bons dans tout ce qui concerne les fameux marchés dérivés et le trading. Donc là, pour le coup, ça peut intéresser puissamment un Italien ou un Espagnol, surtout l'Italien en l'occurrence, qui n'ont sans doute pas les équipes aussi étoffées que n'ont les Français. Mais c'est sûr qu'il y aura malheureusement un traumatisme pour un certain nombre de gens. Alors il y a quand même une contradiction supplémentaire, c'est que la France va prendre au 1er juillet la présidence de l'Union européenne, M. Sarkozy sera le président de l'Europe,
pour 6 mois, parce qu'ensuite le système va changer si le traité de Lisbonne est adopté. Alors, c'est une position qui devient chaque jour plus difficile. Nous allons nous présenter au 1er juillet avec des déficits que nous ne semblons pas capables de juguler, avec une position anti-européenne qui s'est manifestée sur les quotas de pêche et sur autre chose. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même, un jour ou l'autre, essayer d'ajuster la politique française aux engagements pris par la France? Ben, si vous voulez, je pense que pour le moment, tout ce qui est peut-être un peu anti-européen s'exprime, mais qu'à partir du 1er juillet, on va mettre la pédale douce. Au contraire, on va montrer le visage le plus européen possible. Pour 6 mois. Pour 6 mois au moins. Bon, donc, attendons les 6 mois de gloire qui nous attendent dans quelques mois, dans 5 mois. Par ailleurs, dernier élément de la situation, vous n'êtes pas un journaliste politique, mais vous suivez forcément la politique, puisque l'argent dépend aussi de la politique. Que pensez-vous de la baisse actuelle, très forte, de M. Sarkozy dans les sondages? Ben, je crois, pour la petite histoire, on prête à Chirac le propos suivant. Sarko, il va faire comme Messier, c'est-à-dire qu'il va vouloir tout faire en même temps et qu'il va peut-être exploser en vol. Je ne le souhaite surtout pas qu'il explose en vol. Je fais partie des 41% de Français, d'après les enquêtes, qui pensent qu'il est encore capable qu'il est l'homme qu'il faut là où il le faut. Simplement, comme c'est un homme intelligent, je pense qu'il va quand même tirer la leçon de ses débordements, de ses excès, que ce soit concernant sa vie privée ou que ce soit de son interventionnisme un peu partout, parce que est-ce au président de la République de se prononcer sur la légitimité du président de la Société Générale? Non, c'est au conseil d'administration, éventuellement aux médias, c'est notre métier de faire des commentaires et des critiques. Mais ce n'est pas le sien. Alors donc je crois que est-ce qu'il peut réfréner sa tendance universelle à s'occuper de tout? Je l'espère. Quant au procès qui lui est fait sur le pouvoir d'achat, je le trouve franchement injustifié. Parce que c'est vrai, il dit « je veux que il y ait du pouvoir d'achat en plus », mais il a toujours dit que les gens travaillent plus pour avoir ce pouvoir d'achat. Il n'a jamais dit on va répartir la manne. Et nous, en France, on est tellement nuls en économie, je trouve en plus de mauvaise foi, c'est que on attend que l'État, effectivement, répartisse de l'argent qu'il n'a pas. Et je trouve, ou qu'il force les entreprises à augmenter les salaires comme s'ils pouvaient le faire. Tout ça me paraît assez dérisoire. Et donc le débat sur le pouvoir d'achat, c'est vraiment, ça dépend de chacun d'entre nous de bien vouloir essayer d'en trouver en plus. Merci François de Witt. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Appauvrissez-vous aux éditions Bourrin Éditeur et aux éditions Mieux vivre vaut argent, Argentissime, en collaboration avec Nathalie Cotte. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. À bientôt. Au revoir François. À très bientôt. Portez-vous bien, soyez heureux malgré toutes les circonstances et vive la France.